Bon matin à nos auditeurs, ou nos futurs auditeurs, étant donné qu'on est en enregistrement. C'est pas Bon live. matin. Moi puis toi, en fait, ce qu'on voulait regarder pour notre vidéo d'aujourd'hui, c'est en fait nos exercices préférés. Vous donner en fait euh, grosso modo ce qu'on utilise normalement avec notre clientèle en fonction de certains contextes, que ce soit en fonction de prévention des blessures, performance. On définira un peu aussi c'est quoi pour nous la performance ou en fait, l'intérêt derrière la sélection de certaines exercices en fonction de la clientèle avec laquelle on travaille. Sinon, on fait aussi nos exercices préférés quand on commence. Toujours faire un lien avec les anciennes vidéos qu'on a fait. Là. Donc, comme quel exercice qu'on normalement on va sélectionner en fonction d'un client qui est plus débutant, qui va commencer ou tout simplement avec quelqu'un avec qui on start ou un athlète avec qui qu'on commence dans le gym. Très belle allure, ça. Ça fait que je te laisse débuter, Pierre-Luc. Good, on va y aller avec prévention des blessures pour débuter. Mettons ton exercice préféré sur les membres supérieurs, ça peut ressembler à quoi, toi, Matt? Prévention des blessures, moi, mon exercice préféré, c'est le bend pull-up. OK. Si, mettons, pour les auditeurs, s'ils ne savent pas, ben, si tu prends d'élastique, ça ressemble à peu près à ça. Ouais. Santé des épaules, euh, amène du sang aux muscles, on pourrait dire activation tranquillement du système neurologique. Ça fait que, puis on le sait tout que dans Monsieur, Madame, tout le monde, même les athlètes, les culturistes, la plupart des gens, si on leur mentionne c'est où est-ce que tu as mal, où est-ce que tu as déjà eu des blessures, ben, la plupart des gens vont mentionner les épaules. Ça fait que si j'ai un exercice à choisir pour le haut de corps, en échauffement, en prévention des blessures, ça va être le bend pour le pôle. C'est vrai, c'est quand même drôle parce que j'ai sélectionné, moi, de mon côté, un exercice qui va cibler le même groupe musculaire que toi, sauf que moi, je l'introduis dans une optique plus, mettons, fonctionnelle, mais en fait avec un patron de mouvement qui est plus général, qui est de l'isolation comme tu fais. C'est quoi cet exercice-là? C'est le face pull pour ma Ah, OK, part. avec un C'est élastique? avec un élastique, avec à la poulie, peu importe la variante. Puis c'est drôle parce que dans le fond, avec la type de clientèle avec laquelle on travaille, toi, tu travailles beaucoup dans le bodybuilding, stimulation musculaire, tandis que moi, de mon côté, je travaille avec plus une population athlétique, athlète, etc. Ça fit quand même un peu l'exercice qu'on a choisi parce que moi, j'utilise toujours, mais en fait, je travaille un patron de mouvement, des patrons moteurs, plus que directement la stimulation d'un groupe musculaire. C'est toujours une optique que je veux améliorer de façon générale la fonctionnalité d'un mouvement en travaillant sur l'implication musculaire de certains groupes à l'intérieur d'un patron de mouvement qui est général. Donc, Tandis que le bodybuilding, on y va beaucoup plus avec isolation et mind-muscle connection. exact. Ça fait quand même la sélection d'exercices qu'on a faite. Je sais pas si C'est ça les va mêmes, mais le long, mais non, on va voir. On va voir. ça Ça fait reste le deltoïde postérieur dans les deux cas qui est stimulé. Donc, c'est un gros musculaire qui est hyper important à faire de même ramener toi, chez les athlètes, ça doit arriver souvent aussi, les gens qui ont des blessures ou des problèmes aux épaules. Oui, ça reste que c'est une articulation qui est hyper mobile, fait que c'est certain qu'il est plus à risque de blessure. Puis dans les sports de contact comme le hockey avec les gars que je travaille, c'est contact avec la bande, fait que c'est normal que l'articulation soit plus sujette à des blessures parce que c'est elle qui est directement mis de l'avant, si on veut, ou qui est directement pas stimulée, mais qui est directement mis en contrainte via les mises en échec, via les contacts physiques. Là. Puis sinon, pour la prochaine question. On pourra regarder au niveau de la hanche. Toi, qu'est-ce que tu utilises? Au niveau de la hanche, je, sûr que moi, je ne suis pas dans le domaine des blessures, mais j'utilise le split squat sur step, mais Okay. avec le step en avant, pas en arrière, là, pas le bulgarienne. Ouais. Ça fait que je vais pour travailler la mobilité de la hanche en mettant un tempo très lent, 4-0, 4-0. Puis souvent, les gens manquent de mobilité dans la hanche dû le pourquoi aussi qu'ils ont des petites blessures. Ça fait que je l'utilise beaucoup en échauffement, le squat. Parce que les gens, par expérience, oui, moi j'entraîne des gens, euh, ils veulent revenir, je veux qu'ils reviennent, ça prend un programme. Ça fait que la plupart des gens que je leur mets un split squat, ils haïssent ça à mourir. Ça fait que,
je veux qu'il aime quand même son programme. Fait que je l'insère subtilement dans l'échauffement. OK. Fait que ça serait cet exercice-là que je choisirais. Ouais, ça reste que c'est un exercice que, oui, dans beaucoup de cas de clients, dans ma clientèle aussi, c'est pas un exercice qu'ils vont nécessairement préférer versus la panoplie qui existe, mais ça reste un exercice qui est utile parce que, comme tu l'as apporté, oui, ça peut être un exercice dans ton cas avec le front foot elevated, ça peut être intéressant dans une optique de travail de mobilité à la hanche et à la cheville. Mais souvent, en fait, moi, j'utilise ça, puis l'exercice que moi, j'avais sélectionné, j'avais marqué, en fait, sur mes notes que c'était du travail unilatéral. Peu importe, admettons, que ce soit le patron de mouvement qui va travailler, j'aime bien travailler de façon unilatérale pour travailler sur la stabilisation de la hanche. Ça peut être un good morning, ça peut être un Zurcher good morning, donc en split squat, en fait en split leg, pour travailler sur la stabilisation de la hanche, indirectement sur la stabilisation du tronc. Le polycase step-up aussi? On peut faire le polytest step-up. Je fais un forme bulgare. Il y a beaucoup d'exercices qui vont avoir, étant donné par la nature de l'exercice, qu'il y a un appui unilatéral au sol, unipodal au sol, qui va avoir une certaine contrainte en termes de stabilisation de la hanche. Puis encore là, c'est le même principe. Je vais viser beaucoup, oui, l'activation de cet agromusculaire via la sélection des exercices, mais avant tout l'amélioration du patron de mouvement que je vais viser dans une optique de performance. C'est un peu comme toi, travail unilatéral, ça va pas mal dans le même sens. C'est juste que là, je vais jouer au travers des différents types d'exercices. Si je vais avoir plus d'activation de la chaîne postérieure versus la chaîne antérieure et ou demande de stabilisation du tronc de façon générale dans la sélection d'exercices que je vais faire. Puis moi, il faut tout le temps que je fasse attention aussi parce que quand je mets des exercices, que mon volume est déjà quand même haut. Ça fait que j'essaie de limiter à 1 à 3 exercices lors de l'échauffement en prévention, mettons, des blessures. T'as un bon point. C'est beaucoup. Moi aussi, dans mon cas, où ce que je vais les mettre, ces types d'exercices-là, c'est en début d'entraînement à l'accélération, comme tu disais, ou en fin d'entraînement en combinaison avec les stabilisateurs, en fait, travail de stabilisation du tronc. Souvent, ce que je vais faire une combinaison entre stab de tronc, stab d'épaule ou stab de hanche. Parce que souvent, ou dans la majorité des cas, là, en fait, là, le travail de stabilisation du tronc va toujours être combiné avec une action des membres supérieurs ou inférieurs dans un contexte sportif. Si on veut faciliter le transfert, justement, de l'amélioration du gainage qu'on va travailler en entraînement vers le sport, ben, c'est intéressant d'impliquer aussi un mouvement ou une implication des membres supérieurs ou inférieurs parce que c'est normalement ce qu'ils vont avoir à faire dans leur sport. Mais quand tu le mets en fin d'un programme d'entraînement, tu n'as pas peur qu'avec mettons, la fatigue nerveuse, ton exercice qui est un peu unipodal soit instable. Ouais, plus instable, soit moins bien effectué vu la fatigue et peut-être le désintéressement de la personne parce qu'il achève son entraînement et il est un peu écœuré, comme on dirait. Oui. Mais souvent, en fin d'entraînement, sur laquelle en fait, je vais mettre l'emphase, c'est sur la stabilisation du tronc. Fait que je vais remettre un peu de travail. Tu sais, ça reste un volume supplémentaire que j'ajoute dans une optique de travail de stabilisation articulaire, mais il va être davantage orienté vers la stabilisation du tronc. L'instabilité que tu ajoutes, oui, peut avoir une certaine contrainte au plan neurologique, mais à la limite, si tu vois qu'en fin d'entraînement, le système nerveux n'est pas assez efficace pour te garder un mouvement qui est optimal, bien, tu réduis la difficulté de l'exercice pour quand même intégrer ce que tu veux travailler. Versus, mettons, de faire un Romanian deadlift à une jambe, ben, tu le fais juste en split leg. Tu gardes les deux pieds au sol, tu as 2 points de contact au sol, ce qui limite l'instabilité. L'instabilité par le fait de déplacer tes pieds avant-arrière, l'un par rapport à l'autre, ben, ça réduit la grandeur de ta barre de support, qui réduit un peu qui augmente un peu l'instabilité associée à ton exercice. Et donc à la stabilisation de la hanche. Fait que, il y a des façons de l'apporter quand même si tu es en fin d'entraînement, mais de façon générale, ce que tu peux considérer, c'est que je vais mettre beaucoup plus d'emphase sur la stabilisation du tronc que la stabilisation de la hanche en fin d'entraînement. Et tous les mouvements où il y a un niveau d'instabilité qui est plus important, ça, je vais les introduire à l'intérieur de la séance à certains points stratégiques pour travailler sur certaines composantes à l'intérieur l'optimisation d'un patron de mouvement ou en début d'entraînement pour favoriser l'activation neurologique, comme tu disais, la stimulation nerveuse, et ou conditionner justement le corps à l'engagement musculaire qui devrait être associé à la stabilisation articulaire de leurs exercices principaux. Très intéressant. Merci. Mais tu as raison, c'est un bon point. C'est à prendre en considération. C'est du cas par cas. Hein, c'est du cas par cas. Il y en a qui, en fin d'entraînement, ils restent hyper efficaces quand même. Ils n'ont pas nécessairement de problème à ajouter un peu de travail en instabilité. Puis ça reste que souvent, ce travail d'instabilité-là, où il y a une demande neurologique, c'est souvent des exercices avec moins de charge de façon générale. Fait que, oui, ils ont une composante neurologique, mais pas si importante que ça parce qu'il n'y a pas nécessairement la combinaison d'intensité avec.
Ça se tolère quand même bien normalement. Là. Ouais, c'est vrai. Et, tu focuses sur la qualité de mouvement plus que sur l'intensité parce que ça reste des exercices normalement qui sont orientés vers des groupes musculaires qui n'ont pas nécessairement la job de produire tant de force que ça, mais vraiment de servir d'optimisateur du mouvement de façon générale. Là. Puis sinon, y aurait-tu d'autres groupes musculaires en prévention? Prévention, moi, l'autre articulation que je regarde, c'est la cheville, souvent. Là. Le pied et la cheville. Oui, mais de façon générale, on a déjà parlé, mais au hockey, les gars, ils passent quasiment 8 mois par année avec des patins d'un pied, une bottine qui est hyper raide, puis souvent, à force de toujours être immobilisé dans certaines positions, de moins travailler sur des amplitudes de mouvement complètes à la cheville, bien, ils viennent hyper tendus ou deviennent avec un pied qui est plus large, fait qu'ils ont plus de difficulté à stabiliser leur pied. Dans un contexte sportif, étant donné que le patin va faire ce job-là, on ne voit pas cette lacune-là nécessairement sortir tant que ça, mais c'est quand ils vont tomber dans leur saison, dans leur période estivale, que là, ça va être le temps de travailler au plan musculaire dans le gym, ben c'est là que ces limitations-là peuvent limiter après ça la progression sur leurs exercices principaux qui vont avoir un impact positif sur leur performance. Tu vas faire un split squat à un de tes athlètes, mais il y a la cheville, le pied tellement instable à la minute qu'il te met une charge à les mains, ça se promène, mais il ne sera pas capable de maximiser la charge qu'il utilise, il ne créera pas un aussi fort stress au plan musculaire, au plan neurologique, ce qui, au bout du compte, va limiter la quantité d'adaptation. Même lors d'un squat, il va y avoir des micro-oscillations, puis il va avoir... Exact. Sur le squat, ça se voit moins parce que c'est bilatéral, fait qu'il y a un contexte, mais oui, tu as raison qu'un pied qui est instable peut limiter jusqu'à un certain point la quantité de charge utilisée. Ça pourrait amener l'athlète à avoir des douleurs aux genoux lors de son squat, puis il ne saurait même pas pourquoi. Là. Exact. Si le pied s'affaisse quand il fait son squat, ben le genou va avoir tendance à suivre, puis le désalignement des membres inférieurs va créer un stress au niveau de l'articulation. Comme tu as dit, tu as totalement raison. Moi, en prévention de blessures, il y a un autre groupe musculaire que je vise, surtout dans le bodybuilding, ça serait le dos. Puis ça paraît étrange, mais j'irais avec un pull-up. Ouais. Parce que tout le monde qui fait un petit peu de recherche sait très bien que quelqu'un qui fait des pull-ups à chaque jour va avoir un dos très solide. Et ça va être très rare pour cette personne d'avoir des blessures au niveau du dos. Puis en plus, nous autres, ben, ça va aider à développer un dos qui est beaucoup plus large. Puis dans le bodybuilding, c'est ça qu'on veut. Ça fait que ça arrive souvent que je l'utilise en warm-up aussi, le pull-up. Oui. Ça reste qu'un exercice qui va stimuler principalement le grand dorsal. Le grand dorsal qui est intéressant dans une optique de stabilisation, de stabilisation de l'épaule directement, de l'articulation gléno-humérale, mais ça va aider à contribuer avec le travail des abdominaux à la stabilisation du tronc. C'est le fameux deadlift quand on dit d'engager les lats, c'est entre autres pour ça aussi, pour garder le centre de masse de la barre proche de nous, pour limiter la tension dans le dos, mais c'est entre autres aussi pour aider avec le travail des extensions lombaires, des abdominaux à maintenir la courbure neutre lombaire au niveau du dos. C'est un. Et toi, t'en utilises des fois pour le dos en échauffement, des préventions des blessures, des exercices? Comme ça, souvent ce que je vais sortir, c'est je vais travailler, mettons, plus isolé, pas isolé, mais je vais, mettons, viser un groupe musculaire en particulier. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un patron de mouvement qui va être utilisé dans sa séance, mettons le premier exercice de sa séance. Puis en préparation, ce que je vais faire, c'est que, OK, via l'utilisation d'élastiques ou d'outils, ben, je vais faire l'activation d'un groupe en particulier, du groupe musculaire que je sais dans le cas de mon athlète qui est le plus problématique, qui est la lacune. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à bien engager son grand dorsal sur une tirade, bien, je vais faire par exemple, prendre une bande élastique qui va tirer ses mains vers l'avant pour l'obliger à faire une extension de l'épaule, réactiver le grand dorsal pour augmenter, en fait, en termes de proportion. Exactement. L'activation des lattes dans une exercice de tirade. Ou quelqu'un qui va avoir de la difficulté à activer son deltoïde postérieur, bien, je vais mettre une bande élastique au niveau des poignets, le handcuff row, puis je vais venir tirer en ouvrant la bande élastique pour favoriser l'activation du deltoïde postérieur. J'ai jamais pensé à faire cet exercice-là. Je vais l'essayer tantôt. Je le fais beaucoup en activation. Des fois, je le rentre aussi dans la séance principale si je vois que, après qu'il ait travaillé sur l'activation dans des exercices plus simples, il n'est pas capable encore de l'intégrer, mais je me sers de cet outil-là juste pour m'assurer que ce soit les bons groupes musculaires qui soient actifs dans l'exécution des exercices. Puis quand ils n'en ont plus besoin, quand ils sont capables de bien activer les groupes musculaires, que le cerveau s'est bien conditionné au patron mental qui devrait être associé à leur exercice, bien là, j'enlève les outils puis je simplifie l'exercice.
Ça fait que toi, Pierre-Luc, tu utilises quand même souvent des élastiques dans tes programmes d'entraînement. C'est un outil qui est hyper Parce versatile. Tu peux que l'utiliser n'importe comment. maintenant, des fois, on fait le tour de des gyms, puis avoir un élastique, là, c'est déjà compliqué. Ça fait que toi, tu conseillerais à tous les centres d'entraînement d'avoir au moins un kit de 5-6 élastiques. Oui, souvent, ce que je dis à mes clients, puis en fonction, là, tu vas le savoir toi aussi, en fonction des neurotypes là, qu'on va avoir, il y a des clients qui n'aiment pas attendre, ils n'aiment pas, mettons, avoir à aller chercher du matériel. Fait que ce que je leur fais faire souvent, c'est à notre rencontre d'évaluation, je leur dis, ben, moi, je vous fais acheter le matériel, c'est quelque chose que vous allez utiliser assez régulièrement pour votre entraînement, puis souvent, le monde les achète, les traîne dans leur sac de sport, puis ils ont leur matériel pour s'entraîner. Ben, c'est sûr que moi, avec les filles qui font du fitness, c'est sûr que je les conseille fortement à s'acheter des bandes élastiques là, Ouais. pour aider à l'activation des fessiers. Mais, Ouais. mais nous, à cet Apollinaire, on est chanceux. Là. On a quand même un bel inventaire d'élastiques. Ouais, puis nous autres aussi à Québec, à Sainte-Foy, c'est pas nécessairement quelque chose qui utilisait beaucoup avant, puis depuis que je suis rentré chez Maxiform, ben il y a plus d'élastique qui se passe qu'avant, fait que c'est quelque chose à laquelle je travaille parce que c'est facile d'utilisation, c'est hyper versatile, comme je te dis, tu peux installer ça n'importe où, puis tu peux l'utiliser de différentes façons, que ce soit pour favoriser l'activation du groupe musculaire ou directement pour faire ton patron de mouvement, c'est quelque chose qui s'utilise bien. Ça fait équipez-vous d'élastiques, les amis. Ça peut être une bonne option. Puis au début de la pandémie, du confinement, ben c'est juste ça ce que j'avais comme charge, comme matériel. Puis je vous confirme que j'étais capable quand même d'aller chercher du dommage musculaire avec des élastiques. Fait que c'est dans une période où mettons, tu vas au chalet l'été, tu n'es pas capable de t'entraîner, mais juste de faire d'avoir une bande élastique, ça peut être chercher une petite pompe, une petite stimulation musculaire qui te permet de maintenir tes acquis le temps que tu reviennes au gym. Fait que, ça peut être au-delà du contexte actuel, ça peut être un outil que tu utilises dans la vie de tous les jours, dans certaines périodes de vacances ou blessures, où ce que là, mettons, ça donne rien d'aller nécessairement au gym parce que tu peux pas te déplacer, une jambe cassée, peu importe. Mais là, juste de faire des bandes élastiques, ben, tu es chez vous, tu peux faire un peu de travail sur les membres supérieurs, puis c'est facile. Encore là, c'est facile de t'installer avec une bande élastique. Là. Tu peux faire ça un peu n'importe où. Puis là, on pourrait procéder à l'étape 2 de. Oui, mais dans un contexte plus de performance, que ce soit athlétique ou bodybuilding dans ton cas. Okay. Pour les membres supérieurs et inférieurs, quelles seraient tes sélections? Ben, c'est sûr que moi, ça va être un peu différent de toi parce que dans un sens, moi, il faut que je cible chaque groupe musculaire spécifiquement. Ça fait que, mettons, pour les pectoraux, j'aurais tendance à dire un bench press, mais je sais très bien que beaucoup de gens ne sentent pas leurs pectoraux lors de bench press. Ça fait que j'aurais tendance à dire un double press. Ouais. Puis il y a toujours des moyens de préactivation des pectoraux. Si jamais tu ne le sens pas encore sur ton dumbbell press, j'irai avec cet exercice-là au niveau des pectoraux. OK. Ben, je m'attendais un peu que tu me dises ça, parce que le dumbbell press permet d'acheter l'amplitude de mouvement qui est un peu plus importante, favoriser l'étirement du pectoral, qui facilite son activation. Fait que je m'attendais aussi dans une optique de bodybuilding, le fait de créer du dommage musculaire, c'est une partie de la guerre. Fait que si tu es capable d'acheter une amplitude plus importante, tu es capable de stretcher davantage ton muscle, tu vas créer plus de dommages. Fait que je m'attendais, c'était une bonne réponse, Mathieu. T'es manqué de dire bench press parce que j'aime le bench. Mais le bench press, c'est quand même un outil intéressant parce que ça permet, tu vas chercher moins d'amplitude, tu vas moins chercher un étirement de ton gros musculaire, mais tu es capable de charger davantage de par le niveau de stabilité qui est plus important de l'utilisation de la barre. Fait que, dans un certain sens, quand tu as un bon moment action, tu as un bon exercice de capable, en fait, si le travail a été fait, ben, le bench press va être quasiment aussi efficace jusqu'à un certain point que ton dumbbell press parce que tu vas être capable de maximiser la charge que tu utilises, créer justement un stress au plan mécanique, au plan musculaire plus important, ce qui va créer des dommages musculaires aussi, même si l'amplitude de mouvement est un petit peu moins importante. Tu as raison. Merci pour les explications. Ben, je vais te donner bonne conscience pourquoi tu aimais plus le bench press. C'est pour ça que je te disais ça. Après, ben, je vais te dire tous mes exercices pour le workout. Après, tu pour le deltoïde, j'irai avec un shoulder press assis bien simple qu'on voit dans tous les programmes de culturistes. Poids libre ou barre que tu utilises, toi? J'utilise beaucoup le poids libre, mais parce qu'avec une barre,
Ben, surtout debout, là, il y a trop de fuite de force au niveau du tronc, puis les gens ne sont pas efficaces au niveau des épaules. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui le font assis directement au sol, un cervical press, mais encore là, c'est plus au niveau athlétique, tant qu'à moi, pour stabiliser le tronc. Euh, une cement machine, c'est sûr, au niveau culturiste, Ouais. un shoulder press sur cement machine, ça sera très efficace. Mais moi, j'adore le dumbbell press. Ça fait que j'irai avec cet exercice-là. Moi, personnellement, je trouve que j'ai un bon recrutement au niveau des épaules. Puis je pourrais juste faire cet exercice-là au niveau des épaules, puis ça serait un training très efficace. Mais j'irais peut-être cas par cas, dépendamment si mon client le sent bien, sinon j'irais peut-être avec une Smith. Mais moi, je te parle au niveau culturiste et non athlétique. De façon générale aussi, j'aime bien le dumbbell press parce que en fait, la barre, tu es toujours un peu en antérieur. Fait que tu es toujours un peu plus sur le deltoïde antérieur. Puis il y a tellement beaucoup d'exercices. De façon générale, il y a beaucoup d'exercices qui orientent beaucoup de travail déjà sur la chaîne antérieure. Fait que juste le fait d'être capable de ramener ton bras un peu plus loin à l'arrière, de ramener ton centre de masse, ton poids dans le centre de ton épaule, ben ça te permet d'aller chercher justement un travail un peu plus réparti au niveau de ton deltoïde de façon générale. Fait que c'est pour ça que moi aussi, j'aime beaucoup le dumbbell press ou en fait, la poussée, poussée Mais toi, au verticale. niveau athlétique, tu dois utiliser beaucoup de levées au-dessus de la tête. Ouais, mais souvent, ce que je vais utiliser, moi, de façon générale, je vais être plate, là, moi, mes deux exercices, ça va être le bench press et le shoulder press de façon générale, mais c'est parce que j'utilise toujours le principe du 90 degrés. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler dans ma semaine, dans ma programmation d'entraînement de la semaine, je vais utiliser au moins une fois un exercice qui va une poussée horizontale pour compléter avec une poussée après ça qui est horizontale. Fait que je respecte toujours à peu près un 90 degrés par rapport à la sélection d'exercices, ce qui me permet d'acheter un développement musculaire qui est plus équilibré de façon générale. Puis ce qu'on sait, c'est aussi la poussée va être un facteur, en fait, la force de poussée va être un facteur qui est beaucoup plus important par rapport à la performance dans le sport, de façon générale, que de la tirade. C'est pour ça que c'est quand même important de venir l'impliquer de façon générale, ouais, de façon un peu plus importante dans ta ouais. programmation, mais après ça, tu complètes avec les exercices de prévention des blessures puis de chaîne postérieure pour venir équilibrer ce travail-là. Il y a peut-être certains sports comme le judo que ça serait peut-être un peu différent. Exact. Les sports où là, faut que tu aies du grappling où tu vas tirer quelqu'un, fait que là, oui, la tirade va être plus importante, mais moi, je parle plus, mettons, dans les sports avec lesquels je travaille, hockey, football, etc. Fait que c'est beaucoup de tirade qui De va être, pousser. excuse-moi de pousser, t'as raison, qui va être utilisée. Bon, en fait, une composante qui est un peu plus transférable en termes de performance vers le sport. Puis là, ben, là, on pourrait y aller avec les bras, les biceps. C'est sûr que dans ton cas, ça m'étonnerait, là. Moi, biceps, c'est sûr qu'il y en a qui vont me regarder biceps, ils vont dire que je suis un spécialiste des biceps, mais c'est pas le cas. Biceps, c'est sûr que beaucoup de gens vont beaucoup avoir un meilleur recrutement au niveau du biceps en y allant unilatéral. Parce que même, tu sais, des fois, tu fais un curl debout, là, deux bras en même temps avec dumbbell, mais tu as tendance un peu à compenser avec le deltoïde. Puis même au niveau du balancement. Moi, j'irais peut-être juste avec peut-être un squat bicep, Ouais. arbor curl. Pas, ça serait Poids libre ou avec une barre? J'irais avec une barre. OK. Puis je te dirais que c'est pas scientifique là, comme Approche. théorie. Là. Ça reste que si, mettons, tu vois qu'il y a un client qui a une dominance d'un côté versus l'autre, ben, tu fais juste transférer avec des poids libres, puis tu viens régler une partie du problème. Tu limites les risques de compensation. Puis j'irais même pas avec une barre droite en plus parce que Ouais. nous, dans le bodybuilding, on sait qu'on a une posture qui est un petit peu plus vers l'avant. Ça fait que Ouais. moi, travailler avec une barre droite, ça me fait du picondilite. À cause Ça il fait faut que mal à je les coudes. force. Oui, je sais que j'ai un meilleur recrutement au niveau du biceps, mais il faut que je force pour être capable de faire une supination. Juste faire une supination comme ça me fait Ouais. déjà mal, puis j'ai même pas de charge. Ouais. Ben, je sais que j'ai un C'est- meilleur recrutement au niveau des biceps. Ouais, ça reste que tu travailles avant tout pour stimuler un gros musculaire. Fait que tu essaies d'éliminer les variables qui vont te limiter justement ta capacité à créer cette stimulation musculaire-là que tu désires. Fait que c'est logique dans ton sport, là. Puis, le monde, faut qu'ils comprennent aussi que de façon générale, le sport de haut niveau, que ce soit bodybuilding, que ce soit un sport de compétition comme le hockey, football, soccer, c'est rare que, rendu à des niveaux élites, que c'est nécessairement santé, si on veut.
es rendu à ce point-là, on veut performer, on veut être capable de compétitionner justement à notre plein potentiel. Fait que l'aspect, tout ce qui est faire ça pour la santé et laisser beaucoup de côté. Fait que c'est pour ça que dans certains cas, oui, on va enlever un peu, mettons, tout ce qui est prévention des blessures. Ben, c'est pas vrai parce qu'on en met beaucoup pareil parce que ça reste qui va te permettre d'acheter un certain travail, d'acheter un volume d'entraînement qui, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, va nous permettre de mieux performer. Mais c'est juste qu'on est plus malléable par rapport à ce qu'on enlève dans l'entraînement ou des composantes qui, de façon générale, pourraient augmenter la fonctionnalité d'un exercice au détriment, après ça, de la performance. Parce que dans certains cas, le fait de réduire, mettons, justement, comme dans ton cas, je vais dire une variante qui limite un peu l'amplitude de mouvement que tu vas aller chercher, les gains en mobilité que tu pourrais aller chercher au niveau de ton avant-bras, de ton épaule, dans une optique d'acheter une meilleure stimulation musculaire. C'est un peu le principe que j'essaie d'expliquer. Je ne sais pas si tu vois où que je m'en vais avec ça. C'est que tu enlèves un peu de fonctionnalité pour faciliter le transfert. Parce que moi, je suis entré plus à un niveau de performance dans mon sport, mais qui serait peut-être pas optimal pour monsieur, madame, tout le monde qui s'entraîne dans une optique de santé. Exact. C'est toujours ce qu'on veut essayer de faire au travers de notre clientèle plus générale, c'est de garder des amplitudes de mouvement qui sont complètes, garder une mobilité active, passive, une bonne posture. Les postures qui sont plus optimales, mais dans certains cas, on peut autoriser, on peut accepter, dans le cas de nos athlètes, des postures qui sont un petit peu moins optimales, de jouer moins avec des variations, en fait, de jouer moins avec des amplitudes de mouvement complètes pour favoriser davantage la performance dans leur sport respectif. Ça, je suis très d'accord avec ça. C'est juste que le monde, il faut qu'ils comprennent que là, ce qu'on dit souvent, c'est parce qu'on parle pour notre clientèle principale, puis on reviendra sur ce point-là un peu plus tard par rapport à, mettons, quel exercice qu'on sélectionne avec quelqu'un qui débute, mais c'est toujours dans une optique qu'on veut maximiser le développement athlétique ou le développement musculaire dans le cas de Mathieu, de nos clientèles. C'est pas nécessairement optimal santé. Quand même déjà une bonne base en entraînement. Oui, exact. Normalement, nous sommes très conscients qu'en améliorant peut-être ces petits problèmes-là, ils seront encore plus efficaces. Mais on ferait ça peut-être plus en saison morte. Là, exact. C'est quand on a le temps. Première phase anatomique. Ouais, tout dépendamment, mettons, comment tu as le temps pour la préparation. Il y a des fois, tu n'as comme pas le choix de laisser ça de côté un peu. Mais les athlètes que je suis quasiment à l'année longue, ben, ils ont beaucoup de travail de prévention des blessures. C'est juste que, je dis, il y a certains points que, mettons, ta mobilité, d'avoir 120, 90 degrés de rotation externe au niveau de ton avant-bras, c'est l'amplitude de mouvement optimale. Mais même si j'ai un athlète qui a 75, ben, s'il n'y a pas besoin d'aller chercher ce 90-là supplémentaire, je n'irai pas y faire chercher. Parce que ça n'aura pas d'impact nécessairement davantage sur sa performance. Ceci étant dit, ta chaîne postérieure au niveau des membres supérieurs, tes exercices là, je dirais avec, mettons, les triceps. Moi, je vais avec un... Il reste tes bras encore. Oui, oui, c'est important. Ouais. Dans mon domaine, c'est important. Ça fait que j'irai avec French Press, avec un dumbbell. C'est sûr que pourquoi j'ai choisi cet exercice-là, d'un, ça travaille quand même la mobilité, là, parce qu'on s'entend que c'est quand même difficile de rentrer les coudes à l'intérieur. Puis moi, c'est tout le temps une question de muscle connection. Je sens très bien l'isolation de mon triceps lors de cet exercice-là. Ça fait que c'est une de mes exercices favoris. C'est sûr, j'aurais pu dire un close grip, mais close grip, ça serait faux de te dire que je le sens vraiment dans mes triceps parce que je le sens beaucoup dans mes pectoraux. Mais un dips, encore là, j'aime ça. Ouais, un dips, je trouve ça assez complet aussi. Ça fait que je te dirais peut-être un dips ou un French press avec dumbbell. Ton dips, si ton client a de bon recrutement du triceps, encore là, c'est facile de compenser avec d'autres choses. C'est ça, la façon qu'il le fait. S'il est planché un peu plus par en avant, un peu plus large, ben là, il va le sentir plus dans ses pectoraux. Ouais. Puis il y en a que le dip, ça arrive souvent que ça leur cause un petit pincement au niveau du deltoïde antérieur. Fait qu'encore là, peut-être que surtout dans le bodybuilding, il y en a beaucoup qui ont le syndrome de l'accrochement, puis des petites tendinites. Fait que peut-être que le dips, encore là, ne serait pas le meilleur exercice. Fait que c'est tout le temps du cas par cas. Je te dirais que c'est mes deux favoris. C'est le point que j'allais apporter. C'est du cas par cas. Puis avec notre clientèle générale, j'ai un peu la même approche que toi. Je vais utiliser un peu beaucoup, en fait, plusieurs patrons de mouvement. Puis c'est toujours dans une optique qu'on veut stimuler un groupe musculaire. Fait au bout du compte, si tu sélectionnes une variante que le client sent bien, ben, tu fais ton travail.
Tu vas probablement être d'accord avec moi. Tu sais, si, par Ouais. exemple, tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est nos exercices préférés, puis souvent, c'est fondé sur notre propre feeling, nos expériences personnelles. Mais tu sais, il y a un client que, dans ton cas, tu dis, toi, tu sens bien overhead, mais un autre client avec qui tu vas travailler ou un autre de tes athlètes ne le sentira pas de la même façon. Puis tu es peut-être mieux stické avec un autre exercice, par exemple, un, euh, Un skull crusher. un skull crusher plus standard, mais qui sent super bien puis que ça te permet d'aller chercher une meilleure stimulation du gros musculaire en question. Ben, avec monsieur, madame, tout le monde, là, pour être, qui commence, là, mettons 35 ans, mettons femme 50 ans, là, le triceps, l'exercice que je choisis, c'est le press down avec la corde. Ouais. C'est très basique, c'est facile. Recruter le triceps, tu es capable de garder les coudes à l'intérieur, mais aussitôt que tu les envoies, mettons dumbbell, lying, tricep, ben, les coudes, ils ouvrent, le mouvement n'est pas ordonné, n'est pas fluide. En fait, il n'a aucune contraction au niveau du triceps vu que le patron moteur est trop mauvais. Mais quelqu'un, mettons, ma clientèle de base, là, femme 50 ans, homme 60 ans, je dirais, avec la corde, président. Puis ce que je dis, ça revient au principe qu'on ajuste la sélection de nos exercices en fonction du client qu'on a devant nous. Puis comme je dis, là, dans ton cas, là, tout ça avec exemple, dans une clientèle qui est un peu moins débutant, un peu moins expérimentée par rapport à l'entraînement, mais moi, tantôt, je l'expliquais plus sur le sens, mettons, stimulation musculaire, patron moteur. Fait que dans les deux cas, c'est sélection d'exercice qui va te permettre de plus facilement intégrer une qualité par rapport à ton exécution, puis une qualité par rapport à l'implication musculaire. Comme tu l'as dit, c'est un autre exemple que tu as donné. Puis Je ne sais pas si pour toi c'est la même chose, mais moi, c'est rare que mon exercice le plus efficace va être sur une poulie. Parce que je trouve que ça cause moins de dommages musculaires. ça dépend comment tu te positionnes. Ben, mettons, là, on parle juste qu'il fait un press down triceps avec la corde, puis il fait un French press avec dumbbell Ouais. arché à côté. Tu as Le beaucoup niveau, plus de dommages musculaires juste au fait aussi que la charge, tu contrôles une charge, une stabilité, alors que la poulie, tout est stable. ouais, puis c'est aussi l'amplitude de mouvement dans laquelle tu as travaillé. Souvent, ton press down, la poulie, tu Ouais, vas mais il trouver ton travaille sur amplitude 15 courbe. degrés, mais quasiment. Ouais. C'est la différence aussi avec ton French press, ben, c'est que tu as pas mal plus d'étirements sur ton triceps, ce qui crée plus de dommages musculaires dans un Je certain sais que point. là, on aurait pu faire un French press avec la corde. Qui a créé plus d'étirements, qui probablement t'aiderait à créer des courbatures un peu plus. Ouais. Et c'est juste que, tu sais, si tu fais ton French press sur un banc, ben, tu es très, très stable au niveau du tronc. C'est facile de bien positionner tes épaules. Ça t'aide à acheter une meilleure stimulation de ton triceps, tandis que beaucoup d'exercices à poulie vont se faire debout. Dans certains cas, ça peut créer une instabilité supplémentaire qui peut limiter jusqu'à un certain point la quantité de charge. Ça peut être le désavantage de ça. Mais moi, personnellement, la poulie comme les poids libres, ben, j'utilise autant les deux. Dans les contextes différents. Toujours possible d'aller chercher un bon niveau d'étirement qui va te mener après ça à des dommages musculaires pour le gros musculaire que tu stimules. C'est juste que C'est un tu joues. exercice. Il faut que tu joues avec les courbes de force. Exact, de où est-ce que tu positionnes pour être capable de créer un étirement dans ton muscle. Puis il y a plein de façons de le travailler. Tu sais, ton reverse fly, au lieu, souvent le monde va le faire directement sur la poulie ici devant, mais si tu le fais, mettons, en crossover, tu prends deux poulies qui sont croisées, ben, ça te permet d'aller chercher un amplitude un petit peu plus fort, favoriser un meilleur étirement de ton deltoïde postérieur. Fait que ça peut être une façon de le travailler différemment, puis que tu l'utilises quand même à la poulie qui permet de te créer un dommage musculaire. Là. Puis sinon, avec le dos. Là, on était rendu là. Ouais. Le dos. Chin-up, bent over. C'est classique. Puis encore, je respecte le principe du 90 degrés. Donc, un exercice de tirade qui est vertical pour un exercice de tirade qui est horizontal. Puis, je te dis, c'est très, très basique. Puis souvent, ce que je vais utiliser, c'est des exercices avec des barres, un peu comme le bench press que j'ai mentionné pour la chaîne antérieure. Pour le bent over, je vais utiliser des barres aussi parce que ça permet d'utiliser des charges qui sont un petit peu plus élevées, qui permet d'acheter une stimulation neurologique qui est plus importante. Je te dirais que ça ressemble beaucoup à ça aussi, moi, parce que des fois, mettons un lat pull down, c'est que je trouve que le mouvement n'est pas toujours bien effectué, donc c'est pourquoi ça ne serait pas mon exercice favori. Après, tout ce qui est dumbbell row, encore là, il y a beaucoup trop. Le mouvement est beaucoup trop, je pourrais dire, cheaté et mal effectué
les groupes musculaires recrutés ne sont pas les bons souvent. Ça fait que j'aurais pas choisi celui-là non plus. Ça fait que je serais allé avec toi, soit un pull-up, un bent over row, aussi même un bent over, peut-être même un bent over row chest supported Ouais. pour être sûr d'avoir une bonne contraction au niveau du dos. Je dirais que ça ressemble pas mal à ça aussi. Okay. Puis, ben, au niveau des jambes, on s'est rendu là. Bas du corps, ouais, je t'écoute. Ben, sûr que pour un culturiste, c'est sûr que c'est pas tous les culturistes qui vont faire du squat, mais moi, ça serait le squat. Parce que je te fais 10 séries de 10 sur le squat, puis ma cuisse est éclatée de partout. Puis je la sens d'un fessier, des ischio-jambiers, même d'un mollet, d'un quadriceps, dans le bas du dos, des abdominaux. Je te dirais que le back squat est mon exercice favori pour créer je peux dire, de bonnes cuisses au niveau du bodybuilding. Il y en a qui, mettons au niveau du sport, il y en a que ça peut être peut-être front squat, mais nous, non, parce que c'est trop difficile neurologiquement et après 4-5 répétitions, le mouvement n'est plus bien recruté au niveau des cuisses. Donc, ça ne serait pas mon exercice favori. Il y en a beaucoup de trips sur le leg press. Leg press, c'est que je trouve ça très peu fonctionnel. Puis le leg press, moi, personnellement, j'ai mal aux genoux avant de sentir mes cuisses pratiquement. C'est sûr que je fais du 30 reps, j'ai pas besoin de charger lourd, mais j'irais avec un back squat. Back squat serait ton exercice par excellence. Ouais, Ouais. j'aurais pas mal avec j'ai le même exercice de par la similarité de la majorité des actions dans le sport qu'on va retrouver, exact, les angles, l'implication musculaire, les groupes musculaires impliqués, les angles à laquelle sont travaillés, de façon générale, les patrons de mouvement aux différentes articulations qui sont impliquées sont relativement semblables à ce qu'on peut retrouver dans le sport. Fait que back squat, puis ce qu'on voyait au niveau des études, là, le back squat en termes de recrutement au niveau des fessiers, de stimulation des fessiers en termes de gain d'hypertrophie serait plus efficace qu'encore que les thrust, la fameuse extension de la hanche avec la barre. Oui, que les filles effectuent beaucoup au gym. Ouais. C'est un outil intéressant d'apprentissage moteur pour faire travailler sur le muscle connection par rapport au fessier, le hip thrust, mais en termes de développement musculaire pur et dur, et encore là, les exercices multisegmentaires comme le back squat vont avoir davantage d'effet au niveau gain en masse musculaire du groupe en question que l'isolation directement. Oui, je suis très d'accord avec ça, mais par exemple, ça arrive souvent que les filles qui font du hip thrust, c'est que lors de leur back squat, ils ne sont pas capables de recruter les fessiers parce que le mouvement n'est pas fait de façon optimale. Il y a trop de lacunes au niveau de la mobilité, trop de faiblesse musculaire. C'est là qu'ils ne sont pas capables de venir bien ancrer les pieds au sol et venir activer le fessier. C'est pourquoi qu'une fille, je suis quand même d'accord qu'elle a choisi le hip thrust pour ses fessiers. Ouais, mais tu sais, dépendamment où ce qui est rentré dans sa phase, si, quand je te dis, l'intégrer le muscle mind connection qui devrait être associé à son fessier, ben après ça, quand elle le transférer vers son squat, je donne raison que commencer avec un back squat, quelqu'un qui n'est pas capable d'activer son fessier, il ne l'activera pas plus, peu importe ce que tu veux lui faire intégrer par rapport à la charge ou moins. Il faut que tu sois capable de corriger, de venir intégrer les bons patrons moteurs, favoriser la sensibilité du groupe musculaire en question avant d'être capable d'être en mesure de stimuler de façon optimale dans le back squat. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Puis sinon, toi, je choisirais l'ischio-jambier, mettons, qui est plus spécifique au niveau de la jambe, comme groupe musculaire. Il y en aurait beaucoup qui choisiraient le Romanian deadlift. Moi, en bodybuilding, j'aurais tendance à choisir le leg curl. Ouais. Encore là, meilleure contraction au niveau de l'ischio-jambier, meilleure muscle connection. C'est sûr qu'un stiff leg, un Romanian deadlift, le muscle vient beaucoup plus étiré. Moi, c'est juste une question de feeling. C'est que je le sens beaucoup moins bien mes ischio-jambiers lors d'un Romanian deadlift qu'un leg curl. Le Romanian deadlift, dans mon cas, c'est que je vais péter du bas du dos bien avant l'ischio-jambier. Ouais. Et pour toi, d'après moi, ça serait plus le Romanian deadlift. Exact. Moi, j'aurais dit Romanian deadlift. Plus athlétique.
plus athlétique, moins contraignant aussi parce que tu pars pas du sol, fait que ça serait moins à risque de blessure de façon générale. Ce serait quelque chose ce serait en fait le patron de mouvement que j'aurais utilisé pour la chaîne postérieure. Mais ça revient toujours au même principe dans ton cas, Matt. Ouais, moi, Tu veux c'est ça. limiter les contraintes de posture, limiter un minimum. Tu sais, oui, tu veux t'assurer un certain niveau de fonctionnalité dans tes exercices, mais c'est de façon générale, tu limites les contraintes qui vont limiter ta capacité à stimuler le groupe. C'est-à-dire, si dans ton cas, tu auras un manuel de livre, tu n'es pas capable de bien stabiliser ton tronc, de la difficulté après ça, mettons, tu as une dominance au niveau du fessier, ben, moi, je sais très bien que dans mon romanel, même dans mon stifflet, j'aurai tendance naturellement à activer ma fesse avant mes ischio-jambiers. Dans mon cas, même si normalement je vais viser des exercices plus fonctionnels qui vont avoir un meilleur transfert vers le sport, ben, si je sais que dans ma chaîne postérieure, ma lacune, c'est mon ischio-jambier, ben, comme toi, utiliser un leg curl, ben, ça va m'assurer de limiter les compensations avec les autres groupes musculaires qui sont dominants pour échelle un renforcement qui est un peu plus important de l'ischio-jambier, dans une optique après ça d'être capable de mieux l'utiliser dans un patron de mouvement qui est plus général. Mais ça reste il y a des choses qu'on peut chercher du bodybuilding dans le développement athlétique qui sont quand même transférables après ça Ouais. dans le sport. Là. Puis au niveau du quadriceps, tu choisirais quoi? Au quadriceps, je suis quand même souvent sur le. On parlait du split squat un peu plus tard, un peu plus tôt dans notre vidéo. Là. Souvent, je vais utiliser le fameux split squat, puis je vais jouer avec un tronc qui est un peu plus vertical, les pieds un peu plus rapprochés pour acheter un peu plus de flexion au niveau du genou, favoriser l'activation du quadriceps. De façon générale, il est quand même très, très impliqué dans le back squat, comme tu as dit. Fait que je l'introduis au travers de cette sélection d'exercices-là. Moi, c'est sûr qu'au niveau bodybuilding, c'est un petit peu moins niveau fonctionnel, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne mettent pas de leg extension, considérant que le quadriceps est beaucoup déjà trop fort par rapport à l'ischio-jambier. Mais moi, ce n'est pas une question nécessairement de force, mais de look. Ouais. Ça fait que, ben, le leg extension ne sera pas ma préférée. Je te dirais pas le leg press non plus, mais pas loin. Les lunges, ça serait pas loin de mes préférés, mais j'irais peut-être avec un 6 squat. Ouais. Mettons un 6 squat, là, pas sur l'appareil où on rentre les pieds, mais j'irais peut-être plus un 6 squat sur ma machine hack squat. Okay. Ça serait probablement ma préférée. Ben là, on sait qu'un 6 squat, tu lèves les talons du sol, tu viens déplacer ton centre de masse vers l'avant. L'amplitude au niveau du genou, de l'articulation est différente. Et ça fait on a une meilleure contraction au niveau des quadriceps. Ouais. Puis c'est pas l'exercice que tu as utilisé avec beaucoup de charge, ça? Ouais, mais toi, 6 squat, tu mets beaucoup de charge? Non, on l'utilisera pas avec Non, beaucoup de charge. ben, quasiment. Souvent, je ne mets même pas de poids. Je l'utilise je l'utilise souvent en superset avec justement des fentes, un leg extension, juste pour aller gorger le muscle de sang. Ça fait que je te dirais que c'est pas mal ça au niveau du quadriceps dans mon cas, qui est le bodybuilding, bien sûr. C'est encore. Moi, je vais faire une sélection d'exercices qui va permettre d'aller chercher les différents groupes musculaires répartis au niveau des mains inférieures. Fait que, sur le quadriceps, comme je te dis, souvent, mettons, pour fessier, quadriceps, je vais prendre le back squat, puis mettons que je vois qu'il y a un peu plus de travail à aller chercher pour compléter le tout sur les ischio-jambiers ou manque de travail des fessiers, ben, je vais utiliser le Romanian deadlift aussi en complément dans ma semaine. Je vais jouer avec le volume. Si je vois qu'un athlète est déjà très, très dominant du quad, très, très fort au niveau de la chaîne antérieure, ben, je vais mettre plus de volume sur la chaîne postérieure pour équilibrer le tout. Simplement. Ouais, c'est ça. Toi, c'est beaucoup plus un travail d'équilibre. Ouais. Tandis que moi, c'est un travail d'apparence musculaire. C'est parfait comme ça. Ça fait que je pense qu'on a fait pas mal le tour, je pense. Tu veux-tu dire, on a quand même parlé un petit peu, là, on disait comment débuter. Ça reste que débutant, on a parlé, là, on a effleuré un peu le sujet, là, mais ce qui est important au début, c'est travailler ses patrons moteurs. Donc là, c'est là que le travail d'isolation, en fait, même avec mes athlètes, en fait, ce que je fais dans les premières phases, c'est de travailler sur, OK, est-ce qu'ils sont capables d'activer le fessier, par exemple, est-ce qu'ils ont une bonne activation du grand dorsal sur l'exercice latéral, peu importe le patron de mouvement en fonction, en fait, je sélectionne mes exercices pour favoriser une implication musculaire qui est optimale. Mes patrons moteurs,
Après ça, je travaille sur la qualité d'exécution des différents exercices qu'on utilise. Puis après ça, là, on tente dans les phases d'intensification pour faciliter le transfert vers le sport. C'est au début, plus d'isolation, juste pour m'assurer que les groupes musculaires soient réactifs, le muscle muscle connection soit bon. Après ça, je fais une transition tranquillement vers du travail plus multisegmentaire, plus orienté en fonction du sport. Moi, ça ressemble à ça aussi. C'est sûr que dans le bodybuilding, on l'a vu dans les autres vidéos, moi, les phases, il faut que j'aille quand même rapidement. Mais monsieur, madame, tout le monde qui commence avec moi, mais il n'a pas qui, à moins d'avoir une expérience de fou en entraînement, mais il n'a pas qui commence avec un back squat. J'utilise tout le temps comme une échelle de progression des exercices. Fait que, tu sais, qu'une madame de 50 ans qui vient me voir au gym, elle a presque pas de bagage en entraînement, je ne lui mettrai pas une barre sur les épaules. Là. On va peut-être commencer avec un TRX squat, un gobelet box squat, on va peut-être même commencer avec un ballon suisse au dos, squat au mur, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis tranquillement, je me dirige vers un back squat, mais ça m'a peut-être pris 1 an et demi là, avec cette cliente-là pour l'amener à un back squat. Puis peut-être pas même. C'est une bonne approche. Si tu as du temps pour le faire, tu prends le temps que tu as besoin pour qu'il y ait de te rendre jusqu'à un mouvement, le mouvement fonctionnel original, mais jusqu'à temps que tu arrives à ce niveau-là, ben, tu travailles quand même le patron de mouvement au travers de la sélection d'exercices. Tu fais juste simplifier l'exercice, simplifier certaines contraintes au plan musculo-squelettique pour faciliter l'intégration du patron de mouvement qui, théoriquement, va avoir une implication musculaire qui est très, très semblable vers ton back squat standard. Mais tu as raison, travailler avec quelqu'un qui n'est pas capable de mettre pas assez de mobilité à l'épaule, la difficulté de stabilisation du tronc, ben, au lieu de mettre la barre sur les épaules, ben, tu la mets tu mets la charge dans les mains avec des dumbbells ou avec une trap bar, ben, tu peux imiter le patron de mouvement du squat sans nécessairement avoir un squat qui est aussi contraignant versus la variation avec la barre sur les épaules. Mais t'as tellement raison. Tu travailles les patrons de mouvement. Je pense ça avec mes nouveaux clients qui débutent. Là. De façon générale, on peut résumer ça à, je sais pas si pour ma part, isolation, simplification des patrons de mouvement fonctionnels, puis on les fait progresser en termes de difficulté dans le temps, en enlevant tranquillement de l'isolation un coup que c'est intégré au niveau muscle muscle connection, au niveau patron moteur, pour après ça emmener plus d'exercices multisegmentaires. En variant les phases d'entraînement, parce que souvent, ces gens-là ne s'entraînent pas pour performance. Là, souvent, ça va être guérir son problème à l'épaule, puis perdre un peu de poids, perdre un peu de masse adipeuse. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des programmes aussi complexes qu'un athlète de football ou un athlète de culturiste. En effet. Puis ça peut consoler notre clientèle générale. Je vous confirme que c'est juste que la durée dans laquelle vous allez rester à une phase justement d'intégration va être un petit peu plus longue parce qu'on a plus de temps dans la population générale, mais les athlètes qui ont des problèmes, c'est pas parce que tu es un athlète que ça veut dire que les patrons de mouvement, que les patrons moteurs sont hyper développés. J'ai beaucoup d'athlètes qui, dans la salle d'entraînement, sont hyper bons dans le sport, dans la salle d'entraînement, ils ont beaucoup de travail à faire. Fait que dites-vous que, de façon générale, souvent les athlètes aussi vont avoir un moment à l'autre à passer dans les mêmes phases que vous pour ce qui est de l'intégration des patrons moteurs et des patrons de mouvement. Fait que ça reste que si c'est pas optimal à ce niveau-là. Mais si rien qu'eux autres, tes athlètes, par exemple, eux autres, ce qui les avantage, c'est que c'est des personnes qui sont actives, sont pas sédentaires. Ça fait ils maîtrisent quand même beaucoup de mouvements qu'une personne sédentaire. Ouais. Parce que dans son sport, il développe plein d'habiletés, même il maîtrise les mouvements de façon plus rapidement que quelqu'un d'autre. Il va être capable de faire des transferts plus facilement, alors que monsieur, madame, tout le monde qui fait rien de passer un petit peu à balieuse chez eux, puis passer à tondeuse, ben, elle, passer à des mouvements en entraînement, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'ils ne connaissent pas bien leur corps et n'ont pas une bonne maîtrise moteur également. Ouais. C'est vrai que le sport peut favoriser le développement au niveau coordination, proprioception, même équilibre, etc. Il y a différentes composantes qui après ça vont faciliter l'intégration du travail de patron moteur, patron de mouvement. Oui, dans un sens, tu as raison. Si au plan neurologique, c'est une stimulation qui vient via leur sport qui est un peu plus importante, c'est certain qu'après ça, l'intégration, l'apprentissage moteur, l'apprentissage des mouvements va être plus facile. Tu as totalement raison. Mais de façon générale, s'il y a une lacune, ça va détruire cette lacune-là en termes d'implication musculaire, en termes d'isolation dans mon cas, pour après ça faire la transition tranquillement vers les mouvements fonctionnels. C'est un peu le même principe que j'utilise avec ma clientèle générale.
Fait que ça a belle allure. Je pense qu'on va arrêter ça comme ça. Puis si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on parle, ben gênez-vous pas à nous poser des questions. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Puis lâchez pas, les gyms vont ouvrir sous peu. Je suis confiant que début juillet, nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble. Yes, on a bien hâte pour nous. En fait, les succursales de Québec, tout Sainte-Foy, ils vont avoir un peu de nouveauté. Fait que Nous vous aussi, devriez. à cet Ouais, c'est apprentissage. vrai, c'est vrai. Fait qu'on on a travaillé fort pendant la période de confinement pour qu'à la réouverture, ben, vous ayez des nouveaux jouets, puis vous ayez des installations aussi qui sont encore plus complètes pour vous aider à progresser davantage dans votre entraînement. Fait qu'à bientôt, les internautes. À la prochaine. Merci, Matt. Plaisir, puis heureux.